C'est parti pour la Coupe du Monde des Diables Rouges. Et si certains ne manqueront ces matchs pour rien au monde, d'autres sont mal à l'aise, voire décidés à boycotter au nom des droits de l'homme, de la protection des minorités, de l'environnement, des ouvriers morts sur les chantiers. Quel impact si le mouvement s'étend? Est-ce vraiment la meilleure manière de remettre un peu d'éthique dans un monde qui semble parfois guidé uniquement par l'argent? Eh bien, on va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec moi en plateau, Frédéric Gallet, bonjour. Vous êtes supporter des Diables Rouges, supporter abstinent. Vous nous expliquerez pourquoi vous boycottez cette Coupe du Monde de votre équipe. Sylvie Marissal, bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines à l'Union belge de football. Aline Zeller, bonjour. Vous êtes ancienne internationale, 111 caps chez les Red Flames. Vous avez même été capitaine et vous êtes aujourd'hui reconvertie dans le coaching. Votre avis de sportif de haut niveau nous intéresse évidemment aussi, de même que celui de Benoît Delauteur. Bonjour, vous êtes directeur des sports à la RTBF et vous avez plein de choses à nous dire. Mais la parole d'abord à vous, Frédéric Gallet, le supporter. Pourquoi cette fois-ci vous ne regarderez pas la Coupe du Monde alors que vous avez peut-être regardé celle en Russie ou d'autres ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a de pire cette fois-ci? Bonne question. Déjà, le cœur n'y est pas vraiment. En venant ici dans le studio, pas vu beaucoup de drapeaux, pas entendu beaucoup de klaxons, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une petite gêne, en tout cas pour les supporters, en tout cas pas tous, et je serai le premier à ne pas obliger les gens à ne pas regarder. Ça, c'est un choix personnel. C'est un choix totalement personnel. Vous y tiendrez si la Belgique est en demi-finale, en finale, vous ne regarderez pas? Je pense que la mort dans l'âme, je tiendrai. C'est difficile par ailleurs ça reste très de difficile. L'expliquer autour de vous. Vous avez beaucoup d'amis supporters. On est quelques-uns à faire ça, mais la majorité regarde les matchs et j'ai aucune leçon à leur donner. Vraiment, aucune. Ok. Sylvie Marissal, du côté de l'Union belge, voilà, vous avez un supporter qui sans doute aurait participé à la fête, a acheté du merchandising. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Il a tort, il se trompe de combat, ou bien vous entendez son message? Non, j'entends totalement son message et je pense que ce n'est pas du tout notre rôle de convaincre qui que ce soit. Chacun a le droit de faire comme bon lui semble et de marquer justement son boycott ou de sa façon préférée. Après, nous, on a fait le choix de se dire qu'on allait utiliser cette lumière, et donc c'était en discussion avec Amnesty, avec le syndicat international, d'utiliser cette lumière qu'a le foot, parce que finalement, il y a eu plein de grandes compétitions sportives avant le foot dans la région là-bas du Golfe. Mais le foot a vraiment cristallisé un intérêt mondial. Et donc, plutôt que se dire, ne regardons pas trop, etc., on s'est dit, alors utilisons cette lumière et parlons des sujets sociétaux importants qui sont forcément la base de la base, les droits de l'homme, l'écologie, les droits de la communauté LGBTQ et des femmes. On voit que, par exemple, à propos des droits des communautés LGBT, un simple brassard, il faut le retirer. Ça ne marche pas, en fait, le fait de justement jouer le jeu, entre guillemets. Alors, on est effectivement dans l'incompréhension depuis dimanche, dans le sens où, je vais juste faire une petite parenthèse, le brassard ne portait pas les couleurs LGBTQ+. C'était un brassard qui portait des couleurs, c'était multicolore pour une inclusion. En fait, c'était vraiment un message beaucoup plus large pour toutes les communautés. Et donc, ce brassard représentait pour les 8 nations qui voulaient le porter vraiment ce côté rassembleur du foot, ce côté soyons tous ensemble. Et finalement, le fait que la FIFA nous donne dimanche seulement comme réponse qu'eux ont des brassards à fournir, qui sont des brassards à messages et qui sont des messages qu'on supporte aussi. Mais juste dans le process, si ça fait depuis le mois de septembre qu'on demande à faire valider ce brassard et qu'on a le dimanche, alors que ça commence, un no-go avec d'autres brassards, la question se pose. Ouais. Aline Zeller, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ancienne sportive de haut niveau, ancienne coach toujours dans l'accompagnement? On touche à votre passion, là, presque à votre bébé, si je puis dire. Oui, je rejoins aussi l'avis de Sylvie par rapport au brassard. C'est une polémique qui vient là maintenant pendant le tournoi, la veille de notre match. Donc c'est encore une chose en plus à gérer dans les conférences de presse pour les joueurs, alors qu'on en parlait déjà au mois de septembre. Je pense que le point vraiment qu'on doit mettre en avant, c'est le sport, la concentration, pour vraiment essayer de
d'être focalisé sur le tournoi. C'est un événement super important pour les joueurs, mais aussi pour le pays. Et donc, tous les avis, bien sûr, il faut les accepter. Chacun va faire son boycott à sa façon. Et, Vous-même, vous avez une certaine réserve par rapport à cette Coupe du Monde? Oui, tout à fait. Je pense que je regarderai seulement les 3 matchs ou les 4-5 matchs des Belges. C'est tout, ça c'est mon choix. Oui. Et pourquoi vous ne regarderez pas les autres? Parce que vous êtes mal à l'aise? Oui, parce que je pense qu'il y a énormément de campagnes médiatiques qui ont été lancées il y a 1 mois, 2 mois. J'ai fait partie de ça. Bien sûr, on a demandé à certains Diables Rouges et Red Flames aussi de leur avis, mais voilà, il y avait énormément de pression déjà à cette époque-là. Je l'ai dit hier à vos compatriotes, je dis ça fait 12 ans qu'on sait qu'on va au Qatar, et c'est seulement 2 mois où on lance des campagnes et on en parle. Et il faut, finalement, quand il y a un tournoi important comme ça, on ne doit pas mettre la pression si proche du début du tournoi. C'est avant qu'on doit commencer à réfléchir. Et comment on va faire pour que le savoir-vivre, le savoir ensemble pendant le tournoi va se faire. On s'y prend trop tard pour vous. Ah oui, tout à fait. Ok. Juste une question. Est-ce que ça peut remonter jusqu'au vestiaire, s'il y a vraiment des critiques, et on en voit dans la presse, dans le public, des supporters qui boycottent, est-ce que ça peut impacter les joueurs où ils sont tellement dans une bulle qu'ils vont faire leur tournoi et ils sont finalement pas au courant? Ce sont des joueurs professionnels, donc la bulle, ils connaissent, donc il y a 10 000 personnes ou 60 000 personnes, qui est des pressions quand tu es sur le terrain, donc c'est des joueurs professionnels, ça veut dire qu'ils ont déjà vécu ces expériences-là. Donc ils sont là aussi pour eux-mêmes, ça veut dire que pour certains joueurs, ça va être leur dernier tournoi en fonction de leur âge. Donc c'est vraiment tout ce qui est la polémique, tu oublies, tu es joueur, tu es là pour gagner des matchs, tu es là en tant qu'individu. Et c'est un ensemble d'individus qui va faire que l'équipe, la Belgique, va aller le plus loin possible et ils vont jouer ensemble pour la victoire. Donc quand tu es sur le terrain, tu ne penses pas à tous ces éléments-là. C'est sûr que quand tu montes sur le terrain, tu aurais bien voulu faire passer des messages parce que les joueurs de foot sont des modèles, des ambassadeurs avec les communautés, donc c'est important. Voilà, ça a été décidé, point, c'est comme ça. Donc, certains joueurs aussi ont eu, ne pouvaient pas dire ce qu'ils avaient vraiment à l'intérieur d'eux. Peur d'être montrés du doigt de nouveau, de lancer des polémiques. Rappelons que le focus, c'est le match et c'est aller chercher la victoire ce soir. Alors j'ai envie de faire un peu de politique fiction. On va vous entendre, Benoît Delauteur, là-dessus, préparer votre réponse. Mais imaginons qu'il y ait vraiment eu un boycott. Vraiment, la Belgique ait dit on ne va pas à la Coupe du Monde, on n'envoie pas notre équipe parce qu'on estime que c'est un problème. Qu'est-ce que ça aurait eu comme conséquence, Sylvie Marissal, si la Belgique avait dit non, finalement, nous on boycotte, ok, on répond à cet appel, ce qu'Aline Zeller appelle une pression. Puis on aura la même question pour les sports à la RTBF parce que ça aurait un impact aussi. Vous auriez pu dire, on ne diffuse pas. Préparez votre réponse, mais d'abord Sylvie Marissal. Ok, j'entends bien et je suis tout à fait d'accord avec Aline de dire, la discussion aurait dû avoir lieu il y a 12 ans, parce que ça date de 2010. Sauf que je suis convaincue aussi qu'au niveau sociétal, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont prêts à mener ces discussions, sont prêts à justement avoir de l'attention pour des sujets importants comme ceux-là. C'était beaucoup moins le cas il y a 10 ans. Entre-temps, chaque équipe doit chaque fois aussi se qualifier. Donc, en fait, les équipes sportives de haut niveau vivent de qualification en qualification. Et donc, il fallait d'abord être qualifié pour pouvoir jouer le tournoi et être sûr de s'assurer son ticket. Mais imaginons que la Belgique ait dit, on s'est qualifié, c'était pas difficile pour nous, on a le noyau pour, mais on n'y va pas, on participe pas à ça. Je pense que ça a un impact beaucoup plus grand que ce que les gens pensent. Ça a un impact globalement sur nos sportifs de haut niveau qui, finalement, c'est le Saint Graal pour une Coupe du Monde. Faut pas vraiment ignorer cet aspect-là. Ils sont contents d'y être, ils veulent aller à la Coupe du Monde. Et d'un autre côté, tout ce qu'une Coupe du Monde peut rapporter, en fait, est quelque chose qui est investi dans le football qu'on connaît de petites filles, de petits garçons de 5 ans, donc vraiment dans les clubs de foot près de chez nous, jusqu'au club de foot d'élite. Donc c'est important pour continuer à avoir cet engouement autour du foot, mais surtout pour tous les petits footballeurs et footballeuses du pays. Benoît Delauteur, est-ce que la RTBF aurait pu envisager même une seconde de finalement ne pas payer les droits qui vous coûtent très cher en disant non, éthiquement, moralement, comme service public, on ne veut pas diffuser ça. Qu'est-ce que ça aurait eu comme conséquence? Nous, on n'aurait pas pu les acheter à BX. Ça, on le dit, on n'a pas les moyens. Ouais, ça représente un certain montant, mais d'abord, il faut préciser qu'on n'a pas acheté la Coupe du Monde au Qatar, on a acheté un package de tournois dont la Coupe du Monde 2022. Et c'est certainement pas, évidemment, la RTBF qui a choisi d'attribuer au Qatar. Forcément, en tant que diffuseur, ça nous embête, ça nous dérange, toutes les dérives liées à l'organisation. Et l'optique, ça a été de dire, évidemment qu'on en a discuté à 2 niveaux, au niveau de la direction, au niveau de la rédaction aussi, parce qu'il fallait qu'on s'aligne sur l'approche éditoriale.
Et le discours, c'était est-ce qu'on la diffuse ou pas? Et on s'est dit qu'on allait la diffuser parce que ça répond à un intérêt du public. Et en fait, les chiffres des premiers jours montrent qu'effectivement, il y a un intérêt du public parce que les audiences sont très bonnes. Ça montre qu'il y a un intérêt de notre public pour l'aspect sportif de cette Coupe du Monde. Mais on profite du fait que l'attention des gens soit sur ce tournoi-là pour faire notre devoir d'information sur toutes les dérives qui ont été citées ici. Et on n'aurait pas fait cette couverture sportive sans faire cette couverture de toutes ces dérives parce que ça fait partie de nos missions. Mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite, disent certains, de dire, bah voilà, d'un côté, on prend toute la publicité, toute l'audience qui va avec ces événements, mais en même temps, on dit, attention, c'est pas bien ce que vous faites. Pour moi, ce qui serait hypocrite, c'est de le diffuser avec des œillères et de faire fi de tout le reste. Et je peux vous dire que dans les diffuseurs européens, on est sans doute le média qui portons le plus d'attention à toutes ces questions-là. Donc on est tout à fait, je pense, cohérent dans notre approche. Et pour moi, encore une fois, l'hypocrisie, ça serait d'oublier toutes ces dérives liées au Qatar et qui doivent être dénoncées. La parole aux supporters. Vous avez l'impression que le service public fait bien son job sur le coup? Pour ça, j'ai absolument rien à dire. Vous pouvez y aller, hein, non, libre. si, mais dire par rapport au fait qu'on parle de n'avoir rien dit en 2010, quand déjà c'était un peu bizarre dès le départ, parce qu'on a donné l'attribution au Qatar en 2010, donc 12 ans avant un événement, alors que généralement c'est toujours 7 ans avant en moyenne. Donc là, on sentait déjà quelque chose. En fait, le supporter que je suis est surtout en colère vis-à-vis de la FIFA. Parce que je suis pas en colère vis-à-vis du gamin qui aime ces images Panini comme je l'ai été, du supporter qui veut voir les Diables Rouges. Ça, je suis assez d'accord, très d'accord même. Maintenant, voilà, le problème est beaucoup plus profond. Et le fait de ne rien dire pendant 10-12 ans, et après, simplement en parler seulement un mois avant, c'est simplement les projecteurs, c'est notre époque aussi, c'est la culture de l'instantanéité. Maintenant, c'est la Coupe du Monde et c'est maintenant d'en parler, je pense aussi. Il n'y a pas de moment pour pas en parler et d'en parler. J'ai l'impression que c'est surtout en Europe qu'on entend des appels au boycott. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est isolé dans ce combat-là et dans cette idée qu'à un moment donné, quand même, cette attribution, c'est pas normal, ça pose problème, hein, tout le monde le reconnaît même à demi-mot. Est-ce que ça se dit aussi dans les autres fédérations qui a un œil sur ce qui se dit ailleurs dans le monde là-dessus, Benoît Delauteur, peut-être? Je pense que Sylvie connaît d'autres exemples sans doute de fédérations. Je sais que ça bouge plutôt dans les pays anglo-saxons. Oui, je pense que nous, on a quand même il y a quand même eu des actions du côté de l'Australie, par exemple, aux États-Unis aussi. Donc, je pense que globalement, la demande est simple. La demande, c'est surtout aussi, on y est là. Donc, la Coupe du Monde est lancée, les Diables jouent ce soir, on y est. Mais par contre, il faut vraiment qu'on ait appris quelque chose. Parce que sinon... Mais qui pense qu'on est en train d'apprendre quelque chose? Honnêtement, de l'extérieur, de là où je suis, ça transpire pas, hein, Aline Zeller. Comme vous l'avez dit, les médias sont là pour montrer tout ce qu'il y a autour de la Coupe du Monde. Finalement, ça peut paraître exotique, mais on a quand même interdit l'alcool dans les stades. Les gens ne peuvent pas s'habiller en théorie comme ils veulent, ils ne peuvent pas se comporter comme ils veulent, ils ne peuvent pas aimer qui ils veulent. Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça sert à quelque chose? Est-ce que le public belge aurait eu conscience de toutes ces problématiques des travailleurs au Qatar s'il n'y avait pas eu cette Coupe du Monde? Je ne dis pas qu'il fallait l'attribuer, pas du tout. Mais comme l'attention médiatique y est, maintenant le public belge francophone, et je pense plein d'autres publics à travers la planète, sont maintenant sensibilisés sur ces questions-là et qui se posent beaucoup moins sur les Émirats à côté, par exemple. Et donc, ça aide à faire avancer les choses. Et il y a encore un boulot qui est considérable, mais je pense que, et c'est le travail notamment d'Amnesty, de mettre la lumière là-dessus et de profiter de cette attention médiatique qui est énorme pour faire avancer les choses dans le bon sens. Un supporter me posait la question, en sachant que je préparais l'émission, il dit moi je vais pas regarder les matchs, je boycotte, mais je regarderai les résumés. Est-ce que c'est du vrai boycott? Est-ce que ça aurait une incidence d'ailleurs sur la RTBF? Parce que voilà, si vous voyez que les audiences ne suivent pas, vous dites pour l'instant elles sont bonnes, mais si vous voyez que les audiences ne suivent pas, peut-être la fois prochaine, le package sera moins cher, ça rapportera moins d'argent, ça incitera moins à la corruption, oui, non? Je pense pas qu'il y ait une incidence directe résumée ou live, je veux dire. En plus, on a une offre assez globale et les gens regardent de plus en plus de résumés. Ça, c'est plutôt un fait sur la consommation médiatique, les plus jeunes notamment. Donc voilà, ce choix-là n'a pas d'impact, même s'il était pris massivement. L'histoire d'un boycott, c'est différent, évidemment. Si la moitié de la Belgique se mettait à boycotter les lives, ce serait sans doute une incidence à long terme. Ce n'est pas le cas pour le moment, comme on le constate dans les audiences.
Frédéric Gallet. Est-ce que vous, dans votre recherche, il y a une forme, je dirais, de cohérence, parce que finalement, voilà, on achète du gaz au Qatar, on achète plein de produits dérivés qui sont construits ou fabriqués dans des pays qui ne sont pas des démocraties, pas de respect des travailleurs. Est-ce que vous avez, dans votre démarche, un focus sur le football, ou bien vous essayez d'élargir, entre guillemets, la réflexion? C'est une très bonne question, en fait. Merci. D'une certaine manière, tout est politique, et une Coupe du Monde est politique. Il y a des drapeaux, il y a des hymnes, il y a des équipes nationales qui se confondent. Donc, automatiquement, il y a une dimension politique à une Coupe du Monde. Et c'est vrai que, nous sommes liés par le Qatar. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont eu plus facilement qu'un autre pays. On était potentiel organisateur en 2018. Voilà, on est un peu naïf finalement. Vous dites, quand on se dit c'est uniquement un événement sportif et on peut se concentrer sur le sportif. Non, on sait qu'il y a d'autres enjeux là derrière. C'est aussi ça que vous nous dites. C'est évident. Et c'est pour ça que la FIFA, à mon avis, a beaucoup de choses à se reprocher par rapport à cette désignation, en effet. Aline Zeller, est-ce qu'on n'est pas parfois plus exigeant avec les sportifs qu'avec les politiques, quelque part? Finalement, les sportifs, on a attendu qu'ils soient exemplaires sur le plan sportif. Ils doivent participer à différentes campagnes pendant l'année parce qu'il y a des sponsors. Ils doivent, si à un moment donné, il y a un focus sur un événement, ils doivent s'aligner. Qu'en pensent les sportifs eux-mêmes, quelque part, vous qui avez évolué à ce niveau-là? C'est surtout, comme vous le dites, mentalement, ça peut avoir un effet néfaste, mais c'est une préparation. Donc, c'est pour ça qu'on dit, vous avez vu le staff des Diables, comme il est grand. Dans les staffs, il y a des coachs mentaux avec qui on peut discuter de cet aspect-là. Il y a des très jeunes Diables, il y a des plus anciens. Et la mixité, il faut des matures et des plus jeunes dans cette équipe pour notamment parler de ça. C'est pas seulement pour mettre l'ambiance. Il y a vraiment... c'est sûr qu'au niveau politique... Politique, c'est politique, mais le joueur de foot, il a énormément de casquettes. Donc, il doit avoir des statistiques, il doit être ambassadeur, il doit être un modèle, il doit faire attention à ce qu'il dit. Et quand tu n'as pas l'habitude de gérer ça, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur ton jeu, en fait. Moi, je sens que les joueurs sont quand même un peu gênés par la situation. Evertongen, il le confiait hier. Mais moi, j'attendrais d'eux qu'ils fassent quand même un geste à un moment donné, qui serait une symbolique très très forte. Donc on verra ce qu'il en est pour le Canada. Mais là, ils ont quelque part un rôle à jouer et ils sont mal pris. Donc c'est très difficile à leur place. Je ne saurais pas quoi faire exactement. Moi, j'adorerais qu'ils s'embrassent pour célébrer un but. Ce serait très très amusant. Mais il y a deux gestes symboliques très forts qui peuvent être posés et j'espère en fait qu'ils vont le faire pour jouer aussi leur rôle, parce que ça fait partie malgré tout de leur rôle. Frédéric Gallet, ça vous réconcilierait un petit peu si les Belges faisaient une action, de montrer au moins qu'au niveau du groupe, ils font quelque chose? En fait, demander ça... Vous pouvez dire non, mais... en fait, j'ai pas vraiment d'idée par rapport à ça. Les footballeurs, c'est vraiment eux qui ont choisi de jouer au Qatar, je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont choisi de jouer en novembre, en plein milieu d'une année? Est-ce qu'ils ont choisi d'avoir une semaine de préparation au lieu de 3? Ça, je pense pas. Donc, globalement, est-ce que c'est eux qui devraient avoir vraiment la véritable... parole. Benoît Delauteur, vous nous disiez que pour l'instant les audiences sont bonnes. Vous avez quand même d'autres signes sur les partages aux réseaux sociaux, sur les hashtags, sur les réseaux, etc., qui indiquent qu'il y a un impact de ce boycott, qu'il existe, ou il n'y a que les médias qui en parlent, quelque part? Pas vraiment. Ce qui est particulier dans cette Coupe du Monde-ci, et qu'on peut constater notamment sur nos réseaux sociaux, et ce n'est pas le cas dans les autres Coupes du Monde, c'est qu'il y a une vraie discussion autour de ces polémiques. On a beaucoup parlé du brassard, mais aussi les droits humains. Ça intéresse notre public et ça intéresse aussi le public qui d'habitude s'intéresse un peu fort au sport et moins au reste. Et donc on nourrit ces échanges et on profite de ce spotlight pour continuer ces échanges-là et participer à l'éducation du public. Et je donne l'exemple de Belgique-Canada. À la mi-temps, on offre un spot à Amnesty. Ce n'est pas la RTBF qui porte ce message, c'est Amnesty. Mais on leur offre cet espace pour, eux, inciter les gens à signer la pétition. Donc là-dessus, on est là dans le contact et dans l'interaction avec le public. Sylvie Marissal, c'est envisageable de mettre dans les critères d'attribution d'une Coupe du Monde, d'un Euro, des règles en matière d'environnement, de droits sociaux, puisque cette fois-ci, ça a flanché de ce côté-là. Il y a des règles, il faut des stades, il faut de l'accessibilité. On pourrait mettre d'autres critères, c'est possible ça? C'est prévu, donc ça a déjà été annoncé justement suite à la lumière qui a été portée à cette Coupe du Monde.
Ça a été décidé que les critères des droits de l'homme et de l'écologie feraient entièrement partie des procédures, des bid-books, comme on les appelle. Et en plus, les votes seront donc un vote par pays et transparent. Donc tout le monde saura qui a voté pour qui. C'est quand même quelques petites avancées, Frédéric Gallet, pas encore suffisantes pour vous, mais vous avez l'impression que des gens comme vous font un peu bouger les choses? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais maintenant, voilà, il y a encore un grand chantier vis-à-vis de ça. On verra les autres organisations, on verra quel impact ça aura. Qu'est-ce qui vous choque, vous, le plus dans votre démarche? C'est l'aspect environnemental? C'est l'aspect social? C'est le fait que la Coupe du Monde aurait été quelque part achetée? C'est le package entier. C'est le paquet gentil. C'est le fait de se retrouver finalement dans une situation, on est fin 2022, nous sommes en pleine crise, en pleine guerre avec une guerre en Ukraine, nous sommes en pleine crise énergétique, et nous regardons une Coupe du Monde au mois de novembre, et nous avons du mal à nous chauffer, et nous avons des stades climatisés au Qatar. C'est pour ça... Est-ce que quelqu'un Très surréaliste, on va passer à très l'argument belle. recevable. Est-ce que quelqu'un a un petit argument pour quand même convaincre Frédéric Gallet de regarder, ou bien vous comprenez quelque part son point de vue, qui est courageux, ça demande un effort pour un passionné de se priver de son sport. Est-ce que vous avez un petit quelque chose à lui dire pour le convaincre de regarder quand même ou pas? Les diables, comme l'émotion des diables, moi, mais je respecte tout à fait son choix, je le comprends et son argumentation est hyper cohérente. Moi, personnellement, j'aurais du mal à me passer de l'émotion d'un match des diables où un peuple se rassemble. Mais allez, on va se dire que s'ils vont en finale, peut-être qu'il changera d'avis. Allez, on va passer à l'argument recevable. Préparez-le, on sera intransigeant. Eh ben, Benoît de l'auteur, est-ce que vous avez entendu un argument recevable chez Frédéric Gallet ou chez Aline Zeller, quelque chose qui, par rapport à leur malaise sur cette Coupe du Monde et la diffusion? Mais l'argument que je retiens, c'est notamment le fait que la FIFA n'est pas toujours très cohérente. Elle dit aux équipes de ne pas faire de politique et elle en fait. C'est ce que Frédéric mettait en avant. Donc voilà, ça c'est un peu gênant. Aline Zeller, un argument recevable de l'autre côté de la table? C'est compliqué, mais je parlerai simplement que la place des médias est très importante. Donc l'argument, on doit avoir les médias sur place pour montrer l'ouverture au monde. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire des universités, de faire des Erasmus, et c'est par le sport qui, moi je le connais, sport de fête solidaire, rassemblement des pays, quand c'est un Euro ou une Coupe du Monde, c'est un mélange de cultures, et je pense qu'on est ici dans un débat, on est tous occidentaux, et eux font leur débat aussi au Qatar sur ce qu'on pense, donc je pense qu'il faut simplement donner l'avis via les médias. Et je pense à cette dame qui m'a interpellé ce matin en me disant « Mais dites quelque chose de positif sur le Qatar, pour une fois, s'il vous plaît. » Si elle nous regarde, je la salue. Sylvie Marissal, un argument recevable. Allez, chez Frédéric Gallet, qu'est-ce que lui a dit qui peut vous convaincre ou qui est audible? C'est un peu chez les deux, je pense, dans le sens où justement, et ça va faire plaisir à la dame dont vous parlez, je pense, c'est la préparation d'une Coupe du Monde ou de tout grand événement sportif qui rassemble beaucoup de nations, doit aussi vraiment avoir un aspect où on tient compte culturellement du rassemblement de plein de gens de par le monde. C'est pas assez le cas, vous le dites. Et donc, ici. je pense que c'est pas assez le cas, et je pense aussi que c'est pas à l'Occident de dicter à d'autres cultures les normes à suivre, et inversement non plus. Je pense que c'est le savoir-vivre, le One Love, qui prime, et donc ça se prépare peut-être un peu mieux. Frédéric Gallet, un argument recevable en 30 secondes, parce qu'après on doit rendre l'antenne. Tous les arguments étaient valables. Mais pas suffisant pour vous quand même de regarder, ça on l'a compris. Pas encore. Okay. mais en fait, je pense que je tiendrai. Mais voilà, c'est un cas de conscience personnel et je ne vais absolument influencer personne vis-à-vis de ce choix. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus et à tous d'avoir participé à cet échange. Encore une fois, on a pu s'entendre. On se retrouvera la semaine prochaine. On verra bien où en sont les Diables Rouges à ce moment-là. Mais je peux vous le dire, on abordera un autre sujet avec de nouveau beaucoup de questions. À bientôt.